Bonjour. Bonjour et bienvenue à ce webinaire GRDF à destination des grands comptes. Donc la thématique de cette heure que nous allons passer ensemble nous permettra de comprendre le mécanisme de délestage, de revenir sur l'enquête de délestage et également de décrypter une seconde enquête qui concerne certains d'entre vous et la possibilité justement de souscrire un contrat d'interruptibilité. Alors, pourquoi nous allons aborder ces deux sujets avec vous, responsables grands comptes? Parce que pour vos entreprises, il y a un enjeu opérationnel à répondre à l'enquête des stages pour tous vos sites. Il y a également des enjeux économiques à souscrire de l'interruptibilité, contrat d'interruptibilité, pour certains de vos sites. Donc, je vais quand même me présenter. Je suis Grégory Verbru, je suis responsable national grand compte chez GRDF. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette heure ensemble et je serai accompagné de Thierry Vintache. Thierry, je te propose de te présenter. Bonjour, Thierry Vintache. Donc, je suis en charge des dispositifs comme le délestage, l'interruptibilité et puis d'autres dispositifs concernant la sécurité d'approvisionnement. Voilà, donc je vous propose de commencer cette heure. Il y a le chat, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Certaines questions trouveront leur réponse directement dans le chat et autrement, nous avons un temps à la fin de cette séquence où nous prendrons justement du temps pour répondre à vos interrogations. Je vous propose de vous présenter le plan. Donc, je ne sais pas qui chez nous fait le transfert de slide. Voilà, donc le déroulé va être en 3 phases. La première, nous allons revenir sur ces dispositifs de continuité de fourniture. Ensuite, le deuxième temps, nous allons faire un focus. D'abord sur le délestage, vous présentez le calendrier, le dispositif en tant que tel, et ensuite nous allons revenir sur le contrat d'interruptibilité. Et enfin, nous allons vous présenter les différentes ressources que vous avez à votre disposition, qu'elles soient sur le web ou vos interlocuteurs directs. Également, justement, prendre ce temps de questions-réponses. Voilà, donc pour commencer, nous allons aborder les dispositifs de continuité de fourniture. Donc, quels sont-ils? Pour commencer, il est quand même nécessaire de rappeler que ces mécanismes de délestage et d'interruptibilité font partie d'un ensemble de leviers. Et donc, ce sont des mesures exceptionnelles qui font partie d'un ensemble de leviers qu'on verra juste sur la slide d'après, qui permettent d'avoir une continuité de fourniture sur l'approvisionnement de gaz. Et donc ça, pour le plus grand nombre. Donc comment on a cette articulation? Eh bien, comme souvent, on a un jeu sur l'offre et la demande. Et donc, comme on a en France des leviers sur l'offre qui sont le stockage, qui peuvent être sollicités plus fortement. Donc, on l'a vu l'hiver dernier, les stockages étaient remplis, donc il y a eu une anticipation. Autre levier, pouvoir augmenter les importations de gaz naturel liquéfié. Donc là, ça se joue au périmètre France, mais ça se joue aussi au périmètre Europe. Autre levier pour alimenter l'offre, diversifier les ressources d'approvisionnement. Et encore une fois, en France, on a différentes possibilités et beaucoup de sources d'approvisionnement au travers de tout ce qui est mondial. Et quelque chose qui est un peu plus long terme, c'est accroître la production locale de gaz renouvelable. Et donc là, on parle d'indépendance énergétique de la France. On parle de développement du biométhane dans un premier temps. Les leviers sur l'offre. Second temps, les leviers sur la demande. Et donc là, sur les leviers sur la demande, encore une fois, il y a un certain nombre de strates possibles. La première, c'est évidemment la sobriété énergétique. Et donc, ce qu'on avait vu il y a 2 ans environ, c'est une communication de la part des pouvoirs publics vers le plus grand nombre pour pouvoir effectivement diminuer la consommation, abaisser d'1 degré sa température, ce qui permet d'économiser jusqu'à 7% de consommation. Levier sur la demande, la sobriété énergétique. 2 autres leviers qui sont des dispositifs qui sont prêts, qui sont en attente de mise en place, mais qui n'ont pas été actionnés. C'est la répartition de la consommation. Donc, c'est un dispositif qui a été préparé l'année passée, qui est en attente de parution de la part du décret, mais pour l'instant, qui n'est pas du tout activé. Autre levier, l'interruptibilité
garantie. Donc là, c'était la possibilité pour un certain nombre d'industriels ou de clients acteurs tertiaires de souscrire une capacité d'interruptibilité via un appel d'offres. Et donc, encore une fois, ce mécanisme est opérationnel. Il a été proposé en 2023, mais il n'a pas été actionné. Il y a l'image du son. Est-ce que ça a commencé? Alors, juste une petite question. Si dans le retour, quelqu'un peut, dans le chat, me dire s'il nous entend ou pas. A priori, il y a certains problèmes de communication. De toute façon, pas d'image. Ça fonctionne bien de mon côté. Alors, voilà, donc a priori, il y a des personnes pour qui ça fonctionne bien. Donc, je vous propose de continuer pour les personnes pour qui ça fonctionne. Donc, j'en étais arrivé au levier. Je vois effectivement dans le chat que pour bon nombre d'entre vous, ça fonctionne. Donc, nous continuons. Excusez-nous. Voilà, donc les leviers sur la demande, sobriété énergétique, répartition de la consommation, interruptibilité garantie, qui sont des leviers que l'on a au niveau France sous le coude, qui pourraient être actionnés le cas échéant. Ensuite, et c'est le sujet de ce webinaire, deux leviers supplémentaires qui sont des leviers de dernier recours, l'interruptibilité secondaire, qui est un dispositif existant, et tout à l'heure Thierry vous l'expliquera, et le délestage, qui est une solution de dernier recours. Donc, si on passe sur la diapo suivante, on va se rendre compte que le délestage, c'est effectivement une solution de dernier recours qui peut être actionnée si les circonstances exceptionnelles venaient à se présenter et si l'ensemble des autres leviers n'avaient pas été suffisamment opérationnels. Voilà, donc on est vraiment sur le dernier domino de toute la chaîne pour avoir une sécurité d'approvisionnement de gaz en France pour le plus grand nombre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur le dispositif de délestage, de faire un focus. Et donc, je te propose, Thierry, de prendre la main pour que tu puisses nous présenter ces deux dispositifs, le délestage et ensuite l'interruptibilité. Alors, je vais commencer par vous parler du calendrier de la campagne qui est déjà en cours pour l'enquête délestage et donc la souscription des contrats d'interruptibilité. Je vous parlerai ensuite du cadre réglementaire. On fera un retour sur l'enquête 2023, comment ces dispositifs se déroulent, enfin, comment l'enquête se déroule, quels sont les acteurs et leur rôle. Puis, on fera un petit focus ensuite sur le contrat d'interruptibilité et comment éventuellement en souscrire un ou reconduire si vous en avez déjà souscrit. On va passer donc au calendrier. Alors, la nouveauté par rapport à 2023, c'est que nous réalisons cette année une campagne unique pour l'enquête délestage et l'interruptibilité secondaire. Donc, tout se passera sur une même période. La souscription au contrat d'interruptibilité débute en même temps que l'enquête le 26 avril. A débuté. Le 23 février, nous avons envoyé à chaque site un courrier avec les modalités de connexion. Et lors de l'ouverture donc de la campagne, le 26 février, nous avons adressé ensuite à toutes les personnes qui étaient déjà venues sur notre portail. Donc nous avions déjà l'adresse, nous avons envoyé un mail pour rappeler donc ces modalités, l'envoi du courrier. Donc la fin de période de souscription au contrat d'interruptibilité est fixée au 25 mars. La durée de souscription est d'un mois. Les 5 jours avant la fin de cette période, nous enverrons un courrier par mail, un mail à chaque client ayant débuté le parcours de souscription, mais qui n'ont pas été jusqu'à la signature d'un contrat, histoire qu'on n'oublie personne. Après une période de test à blanc, je vous en parlerai un petit peu plus tard, donc le 1er avril, les contrats d'interruptibilité prendront effet. Mais la campagne donc, concernant le délestage se poursuit. Et donc, vers le 8 avril, nous relancerons par mail tous les clients qui n'ont pas encore complété l'enquête et nous transmettrons cette liste au ministère. Il est prévu que le ministère envoie un courrier directement à l'ensemble de ses clients pour les sensibiliser sur l'importance de répondre à cette enquête. Donc, je vous conseille de ne pas trop attendre cette date, de ne pas traîner pour répondre. Ça vous évitera éventuellement de recevoir ces relances. L'enquête se terminera le 26 avril, au bout des 2 mois réglementaires. Et
début mai, nous enverrons donc au ministère et à chaque préfecture les réponses que nous avons collectées, ainsi que la liste des clients qui n'auront pas répondu à l'enquête. On va parler un petit peu du cadre réglementaire. Donc, le dispositif de délestage, le cadre réglementaire du dispositif de délestage est fixé par le décret 495 du 7 avril 2022. On vous transmettra les liens si vous voulez le consulter à la fin. Et donc, ce cadre réglementaire indique que les gestionnaires de réseau doivent interroger dans cette enquête les clients ayant consommé plus de 5 gigawattheures l'année précédente. Les sites ont 2 mois pour répondre à cette enquête, durant laquelle ils désignent 2 interlocuteurs pouvant répondre à une demande de délestage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas d'absence de réponse, les sites sont considérés comme délestables sans conséquences économiques. Les résultats de cette enquête sont ensuite transmis au préfet, comme je vous l'ai dit, avant le 1er mai. Je vais proposer à Grégory de nous dire un petit peu plus ce que font les préfets avec les données de l'enquête. Tout à fait, merci Thierry. Donc oui, je vous confirme, hein, les liens sur la réglementation, vous allez les retrouver sur les slides. Vous verrez tout à l'heure, il y a des liens opérationnels. De la même manière que l'ensemble de ce que l'on vous dit, vous allez recevoir les supports et également le lien sur la page web GRDF où tout est expliqué, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la question, effectivement, c'est là, vous répondez à l'enquête. Que se passe-t-il lorsque nous envoyons cette liste, vos réponses au préfet? Qu'en faut-il? Donc, ils reçoivent les résultats de l'enquête, ils analysent vos réponses et à partir de là, ils vont classer les différents sites dans 3 listes différentes. La première identification, et vous l'avez vu si vous avez déjà rempli l'enquête, c'est pouvoir identifier les sites qui sont sur de la production d'électricité via une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégas. Donc ça va être la liste 1. Ensuite, ils vont adresser tous les sites qu'ils auront identifiés grâce à vos réponses comme ayant une mission d'intérêt général. La liste 2. Donc là, on parle de sites de sécurité, de défense, de santé. Donc, cette liste numéro 2. Troisième liste qui va être adressée, ça va être les sites qui sont susceptibles de subir une conséquence économique majeure en deçà d'un volume minimum de consommation. Donc encore une fois, hein, dans vos listes, et on le verra tout à l'heure en regardant, en focusant un peu sur les différentes questions, ce que Thierry va nous proposer, comment on peut identifier les conséquences économiques au travers de vos réponses. Liste numéro 3, analyse des préfets en fonction de cette conséquence, l'impact, conséquences économiques majeures sur votre activité. Et tous ceux qui ne seront pas dans la liste 1, dans la liste 2 et dans la liste 3, au travers de leurs réponses, seront hors liste. Également seront hors liste les sites qui n'auront pas répondu. Voilà, donc nous avons 3 listes, plus l'ensemble des sites qui ne figurent pas dans la liste 1, 2 et 3 et qui n'ont pas répondu. Ces listes vont déterminer l'ordre de priorité en situation de délestage. Voilà à quoi ça va servir. Voilà pourquoi il est important de répondre. Donc, vous retrouvez en haut à droite de la slide le décret expliquant ça. S'il y a un délestage, quelles vont être les priorités de déclenchement? Les premiers qui vont être appelés vont être les sites qui figurent dans la liste 3 et donc qui sont sur la production d'électricité. Mais attention, le législateur et le préfet vont quand même regarder si actionner les producteurs d'électricité ne va pas avoir une conséquence sur l'approvisionnement local et national d'électricité. Donc les gens de la liste 3 vont être appelés jusqu'à un certain niveau pour ne pas mettre en danger la sécurité d'approvisionnement d'électricité. Puis, priorité numéro 2, vont être sollicités les sites dont la conso est supérieure à 5 gigas, donc c'est-à-dire ceux qui doivent répondre et qui ne figurent pas ni sur la liste 1, ni sur la liste 2, ni sur la liste 3, ainsi que les sites de la liste 3 jusqu'à un niveau d'alimentation qui permet de sécuriser leur activité.
La priorité suivante, donc les suivants qui vont être appelés, ça va être les sites de la liste 3, en leur demandant d'aller en deçà de cette notion d'alimentation mentionnée dans ces listes, c'est-à-dire au-delà du seuil de l'enquête et ce qui aura été validé par la préfecture. S'il y a toujours un risque à essayer d'éviter, alors on va appeler, enfin les préfectures vont demander d'appeler l'ensemble des autres sites, c'est-à-dire ceux qui consomment moins de 5 gigawattheures, ainsi que ceux qui sont mentionnés dans la liste 1 à 3. Voilà, donc l'ordonnancement, d'abord les producteurs d'électricité en veillant de préserver l'alimentation d'électricité en France. Priorité numéro 2, tous ceux qui sont hors liste et qui consomment plus de 5 gigas, donc ceux qui font partie de l'enquête, ceux qui n'auront pas répondu, avec les gens de la liste 3 jusqu'à un niveau qui permet de préserver leur outil industriel et leur activité. Puis, les gens de la liste 3, on va leur demander d'aller au-delà. Et ensuite, on va appeler l'ensemble des acteurs pour eux pouvoir préserver le plus grand nombre. Voilà l'ordre de priorité. J'espère que ça a été clair. Et donc, vous pouvez retrouver ça dans le décret qui est mentionné en haut à droite. Donc, je te propose de faire un retour, un peu un focus sur les retours que l'on a eus sur les enquêtes 2023, voir quelles sont les répartitions dans ces listes 1, 2 et 3, comment les préfectures ont aussi communiqué auprès des différents acteurs. Je te passe la parole, Thierry. Voilà, donc puisqu'on vient de voir la définition des listes, je vais vous montrer donc la synthèse de ce que nous avons eu sur l'enquête 2023, voire la précédente. Donc, en 2023, nous avions 3400 sites qui étaient éligibles à l'enquête. On a eu plus de 96% qui ont répondu à l'enquête, ce qui était assez exceptionnel. À l'issue de cette enquête, nous avons transmis les résultats aux préfectures et la majorité d'entre elles ont publié un arrêté pour leur département. Et nous ont ensuite transmis les listes établies. Sur le premier graphe, vous pouvez constater que chaque année, nous n'avons pas la totalité des préfectures, des 93 préfectures concernées. Et sur les 3400 sites concernés, il reste, sur le deuxième graphe, on voit un peu moins de 400 sites dont nous n'avons pas la classification. Donc, en situation de délestage, nous pourrions être contraints de contacter en urgence les préfectures pour décider de quels, parmi ces clients, lesquels devraient être contactés ou pas, ou à protéger. Sur le dernier graphe, on constate qu'aucun site de GRDF n'est classé sur la liste 1. Effectivement, les producteurs d'élec de puissance supérieure à 150 MWh sont plutôt raccordés au réseau de transport. Donc, on voit qu'on a 31% de sites qui sont classés en liste 2. Donc, je rappelle qu'il s'agit là des sites à protéger, remplissant une mission d'intérêt général. 26% sont en liste 3, donc délestables jusqu'à un certain seuil. Et 43% ont été classés hors liste. Et donc, ce serait ces clients que nous appellerons, selon l'ordre que Grégory a précisé tout à l'heure dans les projets. Alors, sur la campagne en cours, qui a débuté donc le 26 février, nous avons 3200 sites qui ont consommé plus de 5 gigawattheures en 2023. Il y en a 90% qui ont déjà répondu à la même enquête l'année dernière. Et donc, nous avons conservé les réponses. Et donc, la démarche pour eux consiste juste à corriger éventuellement quelques valeurs et valider à nouveau ces réponses. Sur ces 3200 sites, il y a 2400 à peu près qui sont également éligibles au contrat d'interruptibilité, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Au total, nous avons un peu plus de 2000 interlocuteurs, dont 15% d'interlocuteurs répondent pour environ 30% des sites, donc pas mal d'interlocuteurs multisites, dont vous faites peut-être partie d'ailleurs. Alors, le contenu de l'enquête. Donc, l'enquête comporte pas mal de questions, mais qui sont regroupées par thème. Et puis, pour un certain nombre, si vous répondez « non, je ne suis pas concerné », voilà, il y a des questions que vous évitez.
Alors, les thèmes sont les suivants. Donc déjà, l'enquête, ce n'est pas GRDF qui décide, hein, c'est une enquête qui est définie par les pouvoirs publics et elle est commune à l'ensemble des gestionnaires de réseau. Donc, la première partie de cette enquête, ce sont les informations du site, les données géographiques, administratives. On définit un interlocuteur qui sera destinataire de la notification de la préfecture, une fois qu'ils auront établi les listes. Puis ensuite, on parle de l'activité du site, donc le type d'activité, le rythme d'usage. On a une série de questions sur les sites qui assurent les missions d'intérêt général. Une série de questions pour les sites qui produisent de la chaleur pour d'autres sites, donc les réseaux de chauffage urbain. Les sites produisant de l'électricité, comme l'écogénération, puis les sites d'avitaillement GNV. Donc là, à chaque fois, c'est une question. Si vous répondez non, vous passez à la suivante. Si vous répondez oui, il y a une batterie d'autres questions pour préciser l'activité. Puis ensuite, il vient un pavé sur les conséquences économiques. Donc, c'est là où vous déclarez avoir des risques en situation de délestage et vous définissez des seuils. Donc, il y a 12 seuils à définir, un par mois. Si on vous alertait avec un préavis de 2 heures et 12 autres seuils à définir si on vous alerte avec un préavis de 14 heures, donc la veille de la demande de délestage. Puis ensuite, vous avez un pavé pour justifier le risque, expliquer les conséquences économiques en situation de délestage. Et vous pouvez également déposer une pièce jointe, un justificatif en PDF. La dernière partie de cette enquête, ce sont les contacts opérationnels. Donc là, vous définissez les coordonnées des 2 interlocuteurs qui sont joignables par mail et par SMS si on mettait en œuvre un délestage. Donc, des interlocuteurs disponibles 24 heures sur 24. Pour finir, je vous propose, Grégory, peut-être tu peux nous faire un focus sur les modalités d'application du dispositif. Pour finir, je vous propose, Grégory, peut-être tu peux nous faire un focus sur les modalités d'application du dispositif. Tout à fait. Je vois dans le chat beaucoup de questions sur la COGé, elle fait partie de la liste 1, de la liste 3. On y répondra tout à l'heure en essayant de rééclaircir les choses et en se fiant au texte. Hein. Donc, concrètement, un délestage, qu'est-ce que c'est? Donc, un délestage, c'est un levier qui pourrait durer quelques heures à quelques jours. Ce n'est pas un moyen de réduire dans une longue période la consommation. Donc, on est plutôt sur une notion de quelques heures à quelques jours. C'est déclenché à la demande du gestionnaire de réseau, transport ou distribution. Et donc, les clients concernés, qui sont appelés, doivent diminuer ou interrompre leur consommation sous un délai de 2 heures. Il y a une vérification en live qui est faite par GRDF pour pouvoir piloter, remonter, pour voir quelles autres listes on va pouvoir actionner. Et donc, si vous êtes sollicité et que vous n'appliquez pas le délestage, alors, à l'issue, il y a une sanction, une peine qui sera appliquée et qui est prévue par les textes réglementaires. Donc, encore une fois, le délestage, vous avez vu tout à l'heure dans l'offre et la demande, c'est un dispositif de dernier recours lorsqu'on est en situation exceptionnelle. Voilà, donc maintenant nous allons passer sur la partie interruptibilité. Donc je vais te repasser la parole, sachant que l'interruptibilité concerne que certains d'entre vous, mais Thierry va vous expliquer tout ça mieux que moi. Alors, le contrat d'interruptibilité, effectivement, une partie seulement des clients de l'enquête délestage peuvent souscrire un contrat. Effectivement, pour souscrire un contrat d'interruptibilité, il faut avoir une consommation annuelle de référence supérieure à 5 gigawattheures. Donc là, une petite subtilité, l'enquête c'est effectivement basé sur les consommations de l'année précédente, alors que le contrat d'interruptibilité, il s'agit de la consommation annuelle de référence. Alors, pourquoi cette différence? Parce qu'un client qui vient d'être accordé au réseau n'était pas là l'année dernière, n'a pas consommé 5 gigawattheures, mais là, il peut quand même souscrire un contrat, puisque la consommation qui a été définie pour ce point de livraison peut être supérieure à 5 gigawattheures. Alors, ce point de consommation, donc, il doit être
télérelève, donc télérelever tous les jours, et avoir une capacité d'acheminement, une capacité souscrite ou calculée de 40 MWh au minimum par jour. Donc ce contrat il peut être souscrit après avoir complété l'enquête sur le même portail de l'enquête pendant le premier mois de cette campagne. Donc, en souscrivant un contrat d'interruptibilité, votre établissement s'engage, si la situation l'exige, à baisser sa consommation en dessous de la consommation plafond définie dans le contrat, sous un délai maximum de 24 heures et pour une durée maximum de 10 jours par an, en une ou plusieurs fois. En cas de non-respect de cet engagement, les pénalités financières sont prévues dans le contrat. En contrepartie de cet engagement, le site peut bénéficier d'une exonération totale ou partielle de la compensation stockage. Alors, on va passer aux modalités de souscription. Donc, la souscription sur le portail se passe en 5 étapes. La saisie des données administratives, de la société et puis du signataire. Le choix de la consommation plafond, donc cette consommation en dessous de laquelle vous ne souhaitez pas descendre. On revalide les contacts opérationnels qui sont les mêmes que pour l'enquête délestage, mais qu'on peut encore modifier à cette étape. On désigne également un contact facturation, si jamais on devait activer l'interruptibilité, que la consommation plafond n'était pas respectée, donc pour la facturation des éventuelles pénalités. Puis ensuite, il y a l'étape de signature du contrat qui se fait électroniquement. La validation ensuite par GRDF est soumise à la réussite d'un test à blanc. Donc, durant ce test, on va envoyer aux 2 contacts opérationnels un SMS et un mail, et ces 2 contacts vont devoir accuser réception de ce message dans les 12 heures. En cas d'échec à ce test, le contrat n'est pas validé. Alors, ceux qui ont déjà souscrit un contrat les années précédentes peuvent également le reconduire. On peut reconduire 3 fois le contrat d'interruptibilité. Donc, chaque année, pendant cette même campagne, le client doit valider ou corriger les informations qui ont été saisies lors de la souscription. Et à cette occasion, ils peuvent également ajuster la consommation plafond. Donc, cette consommation plafond est définie chaque année et donc peut être variée à chaque reconduction. Puis, à la fin, un nouveau test à blanc conditionne cette reconduction de la même façon qu'on valide le contrat. Donc, je propose maintenant à Grégory de vous présenter toutes les ressources et puis les personnes à votre disposition pour vous accompagner. Tout à fait. Donc, vous l'avez bien compris, il y a bien depuis fin février 2 enquêtes, l'enquête délestage que nous menons pour le compte des préfectures à qui nous adressons vos réponses. Et ensuite, pour certains d'entre vous, si vous êtes avec une carte supérieure à 5 Go et une capacité journalière de plus de 40 MWh, la possibilité de souscrire un contrat d'interruptibilité avec GRDF. J'apporte juste un complément d'information puisque c'est tombé dans la semaine. Donc, sur l'interruptibilité, ça vous permet de souscrire un contrat d'interruptibilité et d'éviter, voire de diminuer la compensation stockage, le coût de stockage. Et donc, est tombé le décret de la CRE sur, je lis, le terme de stockage, tarifaire de stockage pour l'année à venir. Ça vous permettra d'évaluer à quel niveau vous voulez souscrire de l'interruptibilité. Et donc, le terme pour 2024, qui sera appliqué dès le 1er avril, je regarde Thierry, c'est bien ça? Oui. Sera de 139,07 € par mégawattheure par jour par an. L'année passée, il était de 186 €. Donc, votre bénéfice à éviter ce terme de stockage, c'est effectivement diminuer, souscrire de la capacité journalière qui permettra d'éviter donc 139 € par mégawattheure par jour par an. Voilà, alors les ressources pour vous accompagner. Donc des ressources digitales, des ressources physiques, de l'adresse mail. D'abord, la plateforme grdf.fr, donc elle est sur le web, ce qu'on va découvrir sur la slide suivante. Avec
Donc, cette page web générique et générale, donc sur cette slide que nous allons vous transmettre, vous avez les liens. Donc, vous cliquez sur page web générale, vous arrivez sur la page web générale. Et vous pouvez y découvrir 3 thématiques: délestage, interruptibilité, compensation, stockage. Encore une fois, les 3 liens ont été mis sur cette diapo. Sur chacune de ces pages, délestage, interruptibilité, compensation, stockage, vous allez découvrir différentes choses. Des vidéos pédagogiques de 5 minutes qui s'appellent 5 minutes pour tout comprendre, des modes opératoires, des exemples de contrats, par exemple, pour la partie interruptibilité. Vous allez retrouver aussi sur cette page web générale, en bas de page, l'ensemble des textes législatifs en vigueur qui vous permettent d'aller un peu plus loin et de comprendre les tenants, les aboutissants. Premier outil, cette page web. Deuxième outil, une adresse grdf-délestage@grdf.fr qui va vous servir pour toute question sur l'enquête en cours, sur le portail, sur le formulaire. Donc, si vous avez des interrogations, vous pouvez adresser directement vos questions à cette adresse générique grdf-délestage@grdf.fr. Ensuite, autre ressource, ça va être des personnes physiques cette fois-ci. C'est l'ensemble de l'équipe de vos interlocuteurs grands comptes. Donc, si vous êtes invité, vous allez certainement reconnaître l'une des personnes qui vous a invité, que vous retrouvez. Donc, ça peut être Vonji, Marie-Pierre, Pierre-Alain qui nous assiste dans le back-office aujourd'hui, moi-même, Adeline ou Valentin, qui sont vos responsables grands comptes. Vous pouvez également nous envoyer un mail à notre adresse générique grandcompte@grdf.fr si vous avez un besoin urgent et que vous n'arrivez pas à nous contacter. À ce moment-là, une personne de l'équipe vous répondra en live. Voilà, donc nous allons passer à la séquence foire aux questions. Donc, je me retourne vers Pierre-Alain pour voir un peu les différentes questions, mais j'ai vu pas mal de questions autour de la COG. Ma COG, je suis en obligation d'achat, elle fait partie de la liste 1, liste 3, etc. Alors, je reviens sur cette partie-là. Qu'est-ce que dit le décret? Le décret, la liste 1, on est bien effectivement sur la production d'électricité, donc des COG, de plus de 5 gigawattheures, puisqu'on est effectivement dans le cadre du délestage, et donc c'est bien un et d'une puissance supérieure à 150 mégawatts. Donc toutes les COG, qu'elles soient en obligation d'achat, donc qui injectent sur le réseau et qui consomment plus de 5 gigawattheures et qui ont une puissance supérieure à 150 mégawatts, alors elles feront partie de la liste 1. La question qui se pose, a priori, c'est est-ce qu'une COG de moins de 150 mégawatts ferait partie de la liste 1? J'ai tendance à dire non, elle sera plutôt dans la liste 3. Ouais. Je me retourne vers le spécialiste, Thierry. Alors, la vérité, c'est le préfet qui décide. Bon, mais effectivement, non, elle ne sera pas dans la liste 1 et potentiellement dans la liste 3 si effectivement la nécessité de maintenir l'électricité touche des bâtiments, des hôpitaux, enfin des sites à protéger, oui, plutôt. Mais c'est difficile, on ne peut pas donner un cas général en vous disant une COG va être forcément dans telle liste. C'est le préfet qui va décider au final. Tout à fait. La règle, c'est plus de 5 gigas, prod délec et plus de 150 mégawatts, liste 1. Ensuite, c'est le préfet qui va estimer de dire oui, mais celle-ci permet de protéger une MIG, donc je vais plutôt la mettre dans tel ou tel site. Et c'est vraiment la préfecture qui vous informera de la liste dans laquelle elle est. Mais si on peut imaginer qu'une COG qui consomme plus de 5 gigas et qui a 100 mégawatts de puissance, elle sera plutôt dans la liste 3. Oui. Voilà. Oui, mais c'est le préfet qui décide. C'est le préfet qui décide, oui. Voilà. Allô, le préfet. Donc, on ne l'a pas mis dans les ressources, mais vous avez bien compris que voilà, c'est un acteur essentiel dans le dispositif sur la partie délestage. Y a-t-il d'autres questions? Une question sur le nombre de contrats d'interruptibilité signés en 2023. Alors, effectivement, combien de contrats d'interruptibilité ont été souscrits et signés en 2023? Encore une fois, Thierry, je me retourne vers toi. Oui, j'ai un chiffre. Donc, en fait, vous étiez 70 à avoir signé des contrats d'interruptibilité. Donc,
peut-être assez peu par rapport à ce que nous aurions souhaité. Mais effectivement, c'est vous qui prenez le risque et qui mesurez l'enjeu financier. Je me retourne encore une fois vers Pierre-Alain pour voir s'il y a d'autres questions. A priori, on a traité toutes les questions. Effectivement, rappelez que l'enquête se termine le 26 avril. Je confirme. Tout à fait, tout à fait. Alors moi j'ai une question ou une remarque. On a certains de nos clients qui ont reçu justement très récemment un retour des préfectures en disant tu es dans le cadre de l'enquête délestage, tu es dans la liste 1, 2 ou 3. Donc pas de confusion entre l'enquête passée et celle en cours. Il se trouve qu'il peut y avoir un chevauchement et certaines préfectures sont en train d'envoyer leur courrier directement aux clients. Donc si vous recevez un courrier de la préfecture en disant vous êtes dans le cadre de l'enquête délestage dans la liste 1, ça ne veut pas dire qu'il y a un déclenchement de délestage. C'est simplement une information. Vous êtes dans la liste 1, 2 ou 3 jusque l'hiver prochain. Oui, c'est ça. Et donc, en parallèle, vous répondez à l'enquête délestage pour voir dans quelle liste vous allez figurer pour la période hiver 2024 à hiver 2025. Oui. Deux informations qui peuvent arriver en même temps. Effectivement, il faut pouvoir séparer les choses. Et encore une fois, le courrier que vous recevez actuellement de vos préfectures, ce n'est pas une alerte délestage, c'est une information pour vous informer dans quelle liste vous figurez. Ah, avons-nous d'autres questions? A priori, oui. Donc, un retour d'explication sur la compensation stockage, les 139,07 €. Est-ce que tu peux redonner quelques éléments de compréhension autour de cette notion? Tout à fait. Chaque année, alors je vais revenir peut-être très en amont, hein, chaque année, les pouvoirs publics décident du volume de gaz à stocker pour assurer effectivement ce levier sur l'offre que je présentais en premier. Hein. Le premier levier, c'est de pouvoir, s'il y a une crise ou s'il y a une vague de froid, etc., solliciter les stockages. Donc, les pouvoirs publics demandent à remplir les stockages. Première chose. Donc, ils définissent un volume à stocker. Ils définissent aussi une rémunération pour les stockeurs. Et donc, ensuite, il y a une mise aux enchères de ces volumes auprès des fournisseurs qui vont venir acheter aux enchères ces volumes de stockage. À la fin des enchères, les pouvoirs publics vont regarder si les enchères répondent en termes de volume et aussi en termes de montant pour les différents stockeurs. Et si les enchères ne couvrent pas les frais prévus pour les stockeurs, alors il y aura une compensation stockage qui va être définie et qui va être facturée directement par votre fournisseur au niveau de votre facture. Et donc, c'est-à-dire que chaque mégawattheure qui seront souscrits et qui seront à stocker par vos fournisseurs seront facturés 139,07 €, sauf pour les clients qui ont un profil P13 ou P14, c'est-à-dire qu'il y a une consommation plate tout du long de l'année. Il y a une possibilité de réduire ce coût de stockage en souscrivant un contrat d'interruptibilité de plus de 40 MWh. Et donc, c'est-à-dire que si vous souscrivez un contrat de plus de 40 MWh alors que vous souscrivez 100 MWh toute l'année, vous allez réduire votre coût de stockage de 139,07 € multiplié par la modulation, qui est un autre calcul que l'on retrouve dans une des slides. Donc, c'est un moyen de venir diminuer l'impact de ce terme de compensation stockage. Une question sur l'hiver passé, 2023-2024. Alors, c'est plus difficile de définir la météo passée que future, c'est ça? Non, c'est pas ça. L'hiver passé, d'accord. Est-ce qu'on sait dire combien de jours de délestage on a pu voir passer sur cet hiver? Oui, alors, l'hiver passé, nous étions prêts, nous avions tous les dispositifs pour agir, et nous avons eu la chance d'avoir un hiver clément, et il n'y a pas eu d'opération de délestage, donc ni local, ni national, enfin, tout s'est bien passé. Mais puisqu'on en parle, le dispositif de délestage a déjà été utilisé, par contre, l'année d'avant, donc en 2022, très localement dans les Alpes-Maritimes, suite à un incident réseau où heureusement que nous avions ce dispositif et on a pu maintenir, je crois que c'était de l'ordre de 20 000 clients, on a pu maintenir en gaz ces clients-là grâce à une dizaine de sites qu'on a appelés à l'occasion.
donc, qui ont accepté de nous aider là-dessus. Donc, information importante que nous livre Thierry, hein, effectivement, le délestage peut être actionné au périmètre France, mais il peut aussi être actionné au périmètre d'une zone, d'une région, pour répondre à une spécificité très locale. Avez-vous d'autres questions? A priori, non. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos questions. Si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, vous pouvez contacter votre responsable grand compte. Si c'est une question très opérationnelle sur le site, sur la plateforme, vous avez l'adresse générique. Je tiens à remercier donc Thierry pour ta participation, Émilie-Antoine pour tout le back-office technique, Pierre-Alain d'avoir assuré les questions dans le chat. Je vous propose de remplir une enquête de satisfaction qui va suivre. Il n'y a pas beaucoup de questions, il y a trois questions. Et je vous remercie d'avoir participé. Bonne fin de journée. Au revoir.